Bienvenue sur Les Filles en Bleu, le podcast qui déconstruit et retrace le parcours de femmes inspirantes dans des métiers techniques. Bonjour Joséphine. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir au micro du podcast Les Filles en Bleu. Aujourd'hui, tu vas venir nous partager ton parcours et nous raconter un petit peu un métier que tu faisais il y a encore pas si longtemps que ça. Pour ceux qui nous écoutent, l'épisode va être composé en 3 grandes parties. Dans un premier temps, tu vas nous parler de ton métier, des missions que tu as pu faire, du quotidien, ce que ça signifie. Ensuite, tu aborderas ton parcours, tes études, comment tu as fait pour en arriver au métier que tu as pu faire. Et ensuite, on parle de toi un peu plus jeune. Comment est-ce que tu as su ton choix d'orientation, si tu as eu des doutes, des questionnements. T'es prête? Je suis prête. Est-ce que tu peux du coup te présenter, nous donner ton prénom, ton nom, ton âge et l'intitulé du métier que tu viens présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Joséphine Savoie, j'ai 28 ans et je vais vous parler d'un métier que j'ai exercé pendant presque 2 ans qui est ingénieur data en écurie dans le sport automobile. Trop bien, merci. Et dans quelle entreprise tu travaillais? Alors j'ai fait du rallye dans une écurie qui se base dans le sud et j'ai fait de l'endurance avec une écurie qui s'appelle Dekar Engineering qui était basée en Belgique. Quand tu dis le mot endurance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors endurance, c'est imaginer les 24 heures du Mans. C'est exactement ça, donc c'est en circuit, sur des courses plutôt longues, donc on Mmh. va parler au minimum de 4 à 24 heures, et vraiment il faut imaginer, voilà, c'est typiquement les 24 heures du Mans. OK, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de métier? Alors un ingénieur data en sport automobile dans des écuries, ça peut être un peu un mot barbare qui peut dire peu de choses à beaucoup de personnes. Pour simplifier, notre métier, c'est d'analyser donc les données, donc ce qu'on appelle les data donc, en anglais, d'analyser toutes les données qu'on peut récupérer d'une voiture et en Mmh. fonction des données et par rapport, on va dire, aux normes qu'on a, savoir si la voiture, le véhicule, heu, est à ses performances. Donc par exemple, on va vérifier des températures, des pressions, on vérifie si les canaux, pour nous donner les données sont corrects ou pas et ça nous permet de savoir si la voiture va bien et surtout si elle performe. OK, et donc ça, c'est durant des courses? Alors, ce métier-là peut être exercé de diverses façons. La chance que j'ai eue, c'est que moi j'étais en course et en préparation de course. Mmh. Donc c'est-à-dire que pendant les essais, donc on essaie la voiture avec différentes caractéristiques, on essaie plusieurs choses, c'est la base d'un essai. Donc là, on analyse les données et ces données-là nous permettent de dire on est dans la bonne direction par rapport aux objectifs qu'on se donne, ou on n'est pas dans la bonne direction. Et pendant la course, ça nous permet surtout de détecter si on va avoir des pannes, des problèmes mécaniques OK. ou électriques électroniques, et surtout avertir l'ingénieur en chef et lui dire: «Voilà, là on n'est pas dans les bonnes plages», par exemple. Et sinon, on a la partie, on va dire dans les bureaux, une partie de l'équipe qui reste dans les bureaux et une autre qui part en course. Et pour la partie bureau, ça permet d'avoir un historique et surtout d'analyser sur plusieurs essais, sur plusieurs courses, plusieurs années, plusieurs typologies de véhicules, OK. un peu les tendances qu'on a et jusqu'où on peut aller et émettre des hypothèses pour dire: «Voilà, avec par exemple telle donnée, on sait que sur tel type de course, voilà, on a des températures qui ont du mal à monter et cetera, donc on règle la voiture en fonction de ces données et de cet historique». OK, trop bien. Et donc toi, tu travaillais dans une écurie, c'est ça? C'est bien ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Alors une écurie, c'est un peu le terme, dans ce milieu-là qui veut juste dire une équipe. OK. Donc on est un peu des mini-entreprises, il faut voir ça comme ça, avec une hiérarchie, un chef, donc ce qu'on appelle un team manager, des personnes qui font de la logistique, des ingénieurs, des mécaniciens, des pilotes, évidemment. Et tout ça, donc c'est ce qu'on appelle une écurie, mais on peut appeler ça aussi une team. Donc c'est vraiment un mot dans notre, jargon de sport automobile. OK. Toi, donc tu étais sur des courses. En quoi consiste ton travail sur le terrain? Alors, sur le terrain, mon métier consiste à préparer en amont, donc on a quand même une phase en bureau, donc préparer en amont les courses. Pour préparer les courses, on fait des essais Mmh. et donc la première phase, c'est, bon, déjà d'analyser la voiture, de connaître ses caractéristiques. Comme toute machine, mécanique et électronique, on lit quand même, ce que les constructeurs nous donnent pour savoir les plages d'utilisation. Donc souvent, ce sont des températures, des pressions, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc voilà, il faut déjà savoir ce que le constructeur, a prévu comme bonne utilisation de la voiture.
Donc ça, c'est déjà tout ce qu'on analyse dans un premier temps. Après, on prépare les essais. Donc là, ça va être plutôt une stratégie. Quel pilote on a? Quelle performance on souhaite avoir? Et la partie que j'ai eu la chance aussi de faire, pour les 24 heures du Mans, c'est de travailler sur la stratégie. Donc là, je récupère l'historique des courses, comment nos pilotes se sont potentiellement déjà comportés sur les courses, quel est leur niveau, et faire des hypothèses de quel pilote on met dans quel ordre, tous les combien de temps on doit rentrer au paddock. Parce qu'effectivement, on consomme plus ou moins de l'essence, on sait en combien de temps on fait un tour, etc. Donc c'est vraiment générique, mais c'est de se dire toutes les données qu'on réussit à récupérer, il faut qu'on les exploite. Et pour vous dire, on exploite même la météo et le type d'asphalte qu'on a sur les circuits. Qu'est-ce que c'est? Alors l'asphalte, donc c'est la matière qu'on a sur le circuit. Selon les circuits, on a plus ou moins de l'asphalte qui peut être abrasif ou non, donc qui va plus ou moins accrocher au pneu et plus ou moins le chauffer ou non. Et aussi, ce qu'on analyse, c'est si ça tourne toujours du même côté ou pas, parce qu'il faut savoir que on n'utilise pas de la même façon les pneus si on tourne toujours du même côté ou non. Et donc ça permet de faire des stratégies. L'intérêt, on va dire, c'est d'avoir une usure presque identique sur les pneus pour ne pas avoir de déséquilibre. Et ça, pareil, c'est des données qu'on analyse. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut récupérer, toutes les informations qu'on arrive à récupérer, réussir à les exploiter. Et c'est vraiment le métier d'un data. Et ce travail-là qui est très précieux, après, il est poussé au race engineer, donc c'est celui qui vraiment est en discussion avec le pilote au quotidien, et ça nous permet de lui donner les alertes, et c'est lui, après, par rapport à sa stratégie, par rapport aux performances qu'il souhaite faire avec le pilote, qui aussi ajuste ce qu'il dit au pilote à travers les casques. Dans les écuries, vous êtes combien de personnes à peu près? Alors ça dépend, on a ce qu'on appelle des gros teams, donc là, voilà, vraiment, c'est des grosses équipes. Après, on a des petites teams dans lesquelles j'ai plutôt évolué. Ce qui est sûr, c'est que ça dépend aussi du nombre de voitures qu'on a. Parce que forcément, pour chaque voiture, on a à peu près les mêmes personnes autour qui gravitent. Mais donc chaque personne est dédiée à une voiture. C'est-à-dire que chaque voiture aura ce qu'on appelle un race engineer. Donc c'est l'ingénieur qui est en relation avec les pilotes au quotidien, OK. qui va en partie faire la stratégie, les avoir constamment, en tout cas pour le circuit, ils sont tout le temps en contact. Donc c'est lui qui va dire par exemple il faut attaquer, il faut freiner, il y a des dégâts, il y en a qui sont rentrés dedans, attention à tel endroit. Donc ça c'est vraiment celui qui est en lien avec le pilote directement. Après on a des ingénieurs performance, des ingénieurs data qui travaillent beaucoup ensemble. Les data, donc ce que je faisais, relève les données, mettre les points d'alerte. L'ingénieur performance va prendre ces informations-là et mettre en perspective par rapport vraiment à toutes les performances du véhicule. Et après, ça va passer au race engineer. Mmh. Ensuite, bien évidemment, on a des mécaniciens sans qui on ne pourrait pas faire nos métiers. On a un team manager, donc qui est un peu le directeur, on va dire, de l'écurie. On a des personnes en logistique. Souvent, on en a un ou deux. Et après, des gens qu'on oublie souvent, mais qui sont très importants pour nous, c'est tous ceux qui, majoritairement, font notre logistique, mais pour nous personnellement, c'est-à-dire, ils vont nous faire à manger, ils vont nous conduire. Et sans eux, on ne pourrait pas être à 100%. C'est parce qu'ils nous permettent de juste penser à la performance, à nos pilotes, et de ne pas penser au reste. OK. Je suppose qu'il y a pas de journée type, mais pour autant, je pense qu'un événement est à peu près dans la même organisation. Comme tu as pu l'expliquer, il y a quand même beaucoup de monde qui gravite autour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, peut-être le quotidien entre la préparation, le moment où il y a la course et l'après, qui serait, plus ou moins similaire d'un événement à un autre? Alors effectivement, tu as raison, même si on n'a pas de journée type, il y a quand même on va dire une trame, une cohérence entre, nos phases de travail qui sont, on va dire, plutôt au bureau, puis après pendant les essais et ensuite réellement la course. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout est organisé pour qu'à la course, on soit le plus performant possible, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Mmh. Et donc ça passe par une phase, on va dire plutôt au bureau. Dans les grosses écuries, il y a vraiment une équipe qui est tout le temps dans les bureaux, qui analyse constamment les données, qui essaie de développer des outils pour être toujours meilleur, qui analyse aussi la concurrence, c'est aussi très Mmh. important, et qui répare les véhicules, qui essaie de trouver voilà, des réglages que les autres n'ont pas fait tout en restant dans le cadre de notre réglementation. Et donc dans les petites écuries dans lesquelles moi j'ai plutôt gravité, c'est plutôt les ingénieurs qui le font directement avec les mécaniciens. Donc au bureau, on analyse les anciennes compétitions, ce qui s'est passé, ce qui Mmh. s'est plus ou moins bien passé.
On se dit, bah, la prochaine, par exemple, c'est les 24 heures du Mans. Donc, on récupère toutes les données, toute la réglementation liée à cette course-là. Donc, on prépare la voiture, on prépare les pilotes aussi. On peut leur donner des conseils, ou si on les a eus sur plusieurs années, essayer de travailler avec eux sur leurs points, on va dire, plutôt faibles. Après, on a une phase d'essai où tout ce qu'on s'est dit au bureau en disant on a envie d'essayer ça, on aimerait ce réglage spécifique, mais il faut le tester en grandeur nature parce qu'effectivement, on modélise, on fait beaucoup de calculs, mais après les calculs vient la réalité, donc c'est la partie essai. Donc là, souvent, on part sur un circuit, on a des sessions qui sont limitées par la réglementation. Ok. Et donc là, on fonctionne par run, c'est-à-dire qu'on fait partir la voiture pour 3-4 tours. Et pendant ces tours-là, on demande au pilote soit de tester pour nous, on va dire, un réglage, soit on va travailler, et souvent c'est les deux en même temps, son pilotage. Ok. Et donc, avec ces essais, à chaque fin de session, on récupère les données, notamment la vidéo. Dans ces données-là, on récupère aussi la pression qui est mise sur le frein, sur l'accélérateur, quand est-ce qu'il a passé les rapports. Et à la vidéo, ça nous permet voilà, de savoir comment le véhicule se positionne. Et ce qui est très intéressant, c'est que on sait, grâce à nos calculs et un peu au pilotage, à quel moment c'est intéressant de freiner, à quel moment il faut réaccélérer. La voiture doit être à chaque fois la plus droite possible pour éviter de perdre le maximum de temps. Ok. Et donc avec eux, on a une partie coaching à laquelle j'ai beaucoup participé. Et notre objectif, c'est de se dire, il faut qu'on travaille avec lui à chaque fois 3 points. Ok. Pourquoi 3 points? Parce qu'au-dessus, ça devient compliqué. Il faut vraiment qu'il se focalise et qu'il puisse avoir le temps d'assimiler et de tester et de s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment la partie essai. Et une fois qu'on est plutôt satisfait ou on est arrivé à notre maximum d'essais, ce qui peut arriver de temps en temps, là, après, on part en course. Et pendant la course, c'est vraiment se focaliser sur la voiture doit avoir les réglages qu'on a décidés, donc par rapport aux essais. On peut changer parce que la météo peut changer. S'il pleut, ça change beaucoup de choses. L'objectif, c'est que nos pilotes soient dans les meilleures conditions avec la meilleure voiture possible par rapport à leur pilotage. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'une voiture peut être extrêmement performante, mais si elle ne convient pas au pilotage du pilote, ça ne fait pas de performance. Et donc là, c'est le but, c'est de se préparer au maximum, d'être le maximum concentré pour avoir la meilleure voiture avec le meilleur pilote et surtout les meilleures performances du pilote dedans. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais des 3 points que vous essayez de résoudre donc pendant les essais, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples qui peuvent être des points qui peuvent être travaillés? Alors, par exemple, on récupère la vidéo et la pression sur le frein, quand est-ce qu'il freine, et cetera. On sait que pour faire le meilleur temps, sachant qu'on a des temps avant de certains meilleurs pilotes et on les récupère, pour gagner ce temps-là, le but c'est de dire, eh bien, tu freines trop tôt, par exemple. Mhm. Donc, il faut que tu gagnes 50-100 mètres de freinage. Donc, c'est, entre guillemets, sans vidéo, c'est très compliqué à dire. On prend des repères sur la vidéo et on dit, bah, par exemple, à tel panneau, tu dois freiner. Et sur la vidéo, on voit que tu freines bien avant. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment essayer d'être factuel. Après, les pilotes ont l'habitude, ils sont formés pour. Et le but, c'est d'avoir des courbes aussi les plus propres possibles. Parce que plus c'est propre, moins la voiture va se déstabiliser et plus la voiture sera performante. Ok. Ce qui est un peu à l'encontre de l'instinct quand même, de temps en temps. C'est de se dire, et voilà, il faut freiner franchement, il faut accélérer franchement. C'est beaucoup en circuit du on-off. Quels sont les problèmes les plus fréquents que tu as pu rencontrer lors de courses? Alors c'est comme les journées types, il y en a pas. Donc il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Il y a des problèmes qui peuvent être très frustrants. Par exemple, un départ qui se passe mal, Ok. des voitures devant nous qui se crashent et ça peut impacter du coup notre pilote parce que soit il peut pas, contourner donc au final on abîme la voiture. Avec un peu de chance, il rentre au paddock et du coup on peut la réparer. Il peut y avoir une casse mécanique, ça arrive, plus vite qu'on ne le pense, même si on essaie de tout surveiller, parfois, c'est comme tout, malchance, une pièce qu'on n'a pas vue, même si on change beaucoup nos pièces et qu'on y fait très attention, ça peut arriver. C'est ce qui est le plus frustrant. C'est de se dire, on a tout fait, on est prêt à 100 et par un élément extérieur, on n'arrive pas et parfois on est même obligé d'abandonner et je pense que c'est là ce qui est le plus compliqué, c'est de pas pouvoir repartir. C'est-à-dire que une caisse qui arrive, un crash, on arrive à réparer, même si on perd des places, on se dit: «On aura tout donné».
Les mécaniciens sont à fond. Tout le monde se dit: «On va trouver la solution pour repartir» et ça marche. Et parfois, c'est tellement gros que c'est impossible de repartir et c'est très frustrant parce que ça fait des semaines qu'on a préparé ça et on vit pour ça. Et Mmh. c'est ça le plus important pour nous, c'est au moins de se dire: «On a tout fait», qu'on ait performé ou non. Et quel est l'aspect de ton métier qui te passionne le plus? Alors dans le sport automobile, tout me passionne. Je vais avoir une phrase très bateau, mais je pense que c'est des métiers où il faut être à 100 passionné pour le vivre et surtout, entre guillemets, «accepter les conditions», de travail. C'est un métier qui est très prenant. On travaille presque tous les jours en période de compétition. OK. Donc pendant la saison, entre la phase au bureau, la phase d'essai, forcément la course, tout s'enchaîne très vite. On a très peu de temps entre les courses et le peu de temps qu'on a, le but pour nous, c'est de développer au maximum des nouveaux outils ou trouver le meilleur réglage. Donc forcément, on n'a pas envie de s'arrêter. Quand tu parles de saison, c'est durant des mois et il y a plusieurs courses durant une saison? Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle une saison, c'est un enchaînement de courses. C'est prédéfini par un calendrier qui est officiel et qui tombe tous les ans. Et donc en fonction de ces courses-là, effectivement, on s'organise. Après, il y a une trêve, OK. c'est vraiment comme la F1. Donc c'est pas toute l'année, on n'est pas tous les dimanches devant, nos téléviseurs et donc c'est vraiment pendant toute cette phase-là, on est à bloc. Après quand on est au bureau, on a souvent nos week-ends, mais après quand on est entre les essais et les courses, on profite des week-ends pour se déplacer et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens voient que c'est un week-end de course, nous on est souvent là dès le mercredi OK. parce qu'il faut mettre en place donc toute notre organisation, nos ordinateurs, parce que en fait, un paddock, c'est vide quand on arrive, c'est juste, entre guillemets, un énorme garage Mmh. vide. Et du coup, il faut décharger la voiture, toutes les pièces qu'on a, les équipements des mécaniciens, nos ordinateurs, etc. Donc il y a toute cette phase-là. Et après, on commence quelques essais, et après, on a les manches de qualification qui, au final, donnent, notamment pour la F1, la course du dimanche. OK. Et donc effectivement, il y a toute cette avant, donc ça prend des semaines au final entières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme la F1 ou l'endurance, c'est des courses dans plusieurs pays. Donc il faut se déplacer entre les pays et ça OK. prend un peu de temps, même si on prend l'avion et cetera. Hem, on a, beaucoup de courses qui s'enchaînent et plus on descend de catégorie, plus les courses sont rapprochées. Donc OK. souvent, c'est quand même sur des territoires rapprochés. Par exemple, qu'on a que en France et toute la France, mais bon, faut quand même faire le tour de la France. Après 2 pays, bah, on a l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France et cetera. Donc faut quand même, prendre le temps de se déplacer entre chaque compétition. Oui, c'est une sacrée logistique. Oui, c'est des métiers assez incroyables dans ce milieu-là. Il faut, tout prévoir, aussi comment on transporte, les voitures, parce que des fois ça doit prendre de l'avion, Oh et waouh! cetera. Donc c'est une sacrée organisation et surtout comme on se déplace avec nos ordinateurs, nos bureaux Mmh. entiers, dans des caissons énormes, forcément c'est une sacrée logistique. Puis, après, bah, les humains, faut pouvoir les déplacer, les loger, et cetera. Et donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent ou qui t'animent dans ce métier? Je pense que ce qui est le plus, passionnant, c'est de se dire qu'on a travaillé pendant des semaines, on a essayé plein de choses. Toute l'équipe a travaillé pour le même objectif et je pense que c'est là où vraiment le mot équipe a tout son sens, c'est dans ces métiers-là et c'est de se dire que tous ces efforts, toutes ces heures de travail, parfois c'est pas facile. On n'est pas d'accord, on cherche la petite bête parce qu'il faut savoir que toutes les équipes fonctionnent un peu de la même façon, donc le but c'est d'être meilleur, de trouver l'astuce, Mmh. le petit réglage qui va faire qu'on va être meilleur et donc c'est de dire tout ça, on a réussi, on fait des performances. Donc ça c'est une joie énorme, c'est très addict. C'est des métiers comme, les pilotes d'avions de chasse. C'est des métiers qui sont, je vais oser le terme, jouissifs et c'est ce qui peut aussi rendre, parfois l'abandon ou le fait de ne pas performer Mmh. encore plus compliqué à digérer. Parce qu'on vit à 100 pour ça. On vit en équipe, donc faut savoir que voilà, on est H24 avec, nos collègues, nos équipes, on vit, on mange, on dort que pour ça et donc c'est les extrêmes. C'est un métier qui fait vibrer. Et c'est pas trop dur parfois le retour à la réalité, quand tu es dans ta période, creuse? Si c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense que c'est pour ça que les gens qui travaillent dans ce milieu-là restent dans ce milieu-là et qu'on a un peu de mal après à sortir du milieu et à autant, on va dire, s'éclater parce que Mmh. c'est vraiment ça, c'est on prend du plaisir tous les jours.
Je vais pas vous cacher, on peut pleurer, on peut se disputer, parce qu'on est tout le temps Sous avec nos pression collègues aussi. sous pression. Mais effectivement, c'est plus compliqué le retour à la réalité. Et ça me fait vraiment penser à un article que j'ai lu d'un pilote, d'avion de chasse. Il disait effectivement le retour à la réalité est plus compliqué parce qu'on vit sous adrénaline. Comme tout, c'est un peu une drogue, donc quand on redescend, c'est plus compliqué. Après, on n'a pas vraiment le temps pendant la saison de vraiment se poser et de redescendre, on va dire, de ce nuage-là. Par contre, une fois que la saison s'arrête, je pense que ce qui nous sauve, c'est qu'on est tellement fatigué, on a tellement donné qu'on est ravis de pouvoir se poser, de voir nos familles, nos amis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais on est très éloigné d'eux. On a des horaires en décalé et souvent les coups de téléphone tombent mal. Donc voilà, ça peut être aussi compliqué de ce point de vue-là, mais c'est prenant. Et quand tu parles de saison, c'est quoi la temporalité? Alors ça dépend des catégories, on va dire. OK. Effectivement, pendant l'hiver, on roule pas majoritairement. C'est aussi notre période pour développer les voitures. Après, on a un peu de vacances en été, mais on va dire de mars à là, on est en juin, on est, à fond sur les courses. OK. Donc c'est quand même pas mal de mois. Donc ça fait pas Enfin mal 2 de semaines du moins. tout à fait, ça fait pas mal de semaines. Après, c'est ce que je disais, plus on monte de catégorie, plus entre guillemets, «on a un peu de temps» entre les courses. Donc c'est un peu donc il y a beaucoup de pression parce qu'effectivement, on monte en catégorie, du coup, on attend beaucoup de choses des équipes. Mais néanmoins, on a un peu plus de temps pour se poser, pour développer et un peu souffler entre les périodes. Après aussi, les pays sont plus éloignés, donc il y a aussi, voilà, toute la partie logistique qui s'imbrique et il faut pas oublier que aussi nos pilotes sont des sportifs de haut niveau et comme tout sportif de haut niveau, s'il fait des courses et des compétitions tous les jours, ça ne marche pas. Tout à l'heure, tu parlais de planning. Ce sont des courses qui sont imposées à faire et c'est à vous après de choisir vos pilotes ou c'est des pilotes d'office qui sont imposés? Comment ça se passe un petit peu cet orga? Alors, je vais encore dire ça dépend. On a donc un planning de courses, donc par rapport à la catégorie dans laquelle on a des courses qui sont obligatoires. OK. Entre-temps, du coup, on a des phases d'essai qui, pareil, sont organisées, bien cadrées. Parce qu'en fait, les phases d'essai nous permettent de faire évoluer nos voitures, donc il faut pas que entre les écuries, il y ait de grosses différences. Et ça, pareil, c'est réorganisé et on s'inscrit et c'est officiel. Et après, pour la partie pilote, sur les écuries dans lesquelles j'étais, donc qui sont des petites écuries avec parfois des professionnels, mais aussi beaucoup d'amateurs. OK. On a un peu des 2, donc on a, souvent des amateurs qui viennent, qui sont des passionnés, qui, adorent ça et qui pilotent, parfois depuis très longtemps et à des quand même des sacrés niveaux. Donc eux, en fait, ils viennent, c'est ce qui permet de faire vivre l'écurie, donc ils paient pour faire la saison avec nous. OK. Donc ça nous permet, voilà, d'engager les frais, de développer la voiture et après on a certains professionnels qui souvent alors dans les écuries dans lesquelles j'ai roulé, les professionnels, leur saison était payée soit par leurs sponsors, soit par les amateurs avec qui ils voulaient rouler. OK. Par exemple, pour les 24 heures du Mans, on a 3 pilotes. On a et j'étais dans la catégorie pro am, donc professionnel amateur et on avait un professionnel pour 2 amateurs. OK. Et en fait, les frais des 2 amateurs payaient en partie plus des sponsors la saison du professionnel. Donc là, tu parles des 24 heures du Mans. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors l'anecdote que j'ai, pour les 24 heures du Mans, c'est surtout, je pense qui m'a le plus marquée dans toutes les années et tout ce que j'ai fait en sport automobile, c'est notamment dans ces courses-là où on est extrêmement focalisé sur la course. On est donc dans notre paddock enfermé, on voit pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. On voit les images à la caméra qui nous renvoient, on voit un peu qu'il y a du monde. Mais ce qui est le plus frappant, et je pense c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était mon métier de rêve et ce pourquoi je le faisais, c'est quand on sort du paddock, la course est finie, ça fait plus de 24 heures qu'on est debout, ça fait plus de 24 heures qu'on essaie de gérer et de faire au mieux. Déjà on performe, ce qui est incroyable. Donc déjà on se dit: «On a réussi tout ce qu'on a mis en place, voilà, on a atteint un podium, c'était notre objectif et on y est» et quand on sort et qu'on voit tous les spectateurs, mais c'était noir de monde, je n'ai jamais vu autant de monde de ma vie Waouh! et on voit des gens qui applaudissent, ça vibre et c'est réel, on sent une vibration énorme et on se dit:
On a participé à faire vibrer des milliers de personnes qui se sont déplacées et qui étaient là aussi pendant presque 24 heures pour suivre les voitures et juste avoir un week-end de rêve. Et on voit des enfants, des adultes, tout le monde dans une joie immense. Et là, on se sent vraiment tout petit parce que forcément, les regards sont tournés vers les voitures, vers les pilotes, vers les paddocks. Et on se dit, waouh, tout ce monde, on fait vibrer tout ce monde. C'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui m'a fait réaliser que c'était vraiment mon métier de rêve. Ça a l'air tellement impressionnant. Et en parlant de ça, alors moi, je m'y connais pas beaucoup en course auto. Les seules courses que je regarde quand tu parles des 24 heures du Mans, évidemment, c'est celui du GP Explorer du youtubeur Squeezie. Déjà, je sais pas si tu as regardé et j'aimerais savoir, toi qui as pu vivre un peu cette expérience et du moins dans les paddocks avec ton... Bah, tu as quand même eu un métier directement lié à ça. Qu'est-ce que tu as pu penser de cet événement et de la visibilité aussi que ça donne à la course automobile qui est, de mon point de vue, un sport très fermé? Alors j'avoue que j'ai pas trop regardé. Bon, forcément, je suis sur les réseaux, donc je suis quand même l'événement. Ce que je sais, pour en plus avoir travaillé pour la Fédération française de sport automobile au Mans et avoir pu travailler avec eux, et j'ai appris avec eux pendant mon parcours scolaire. On travaille avec eux et avec ce qu'on appelle les jeunes de la FFSA en FK, donc c'est les voitures qui pilotent, c'est Ok. exactement les mêmes. Ce que je trouve incroyable, c'est que ça donne de la visibilité. Je pense que ça a une bonne communication. Effectivement, c'est un sport qui est peu accessible et ça, je pense que quand même il faut le souligner. C'est un sport pour ceux, en tout cas, qui veulent être pilotes. Il faut des moyens. La Fédération française de sport automobile donne les moyens à certains jeunes en les sponsorisant dans cette école-là. Bon, ce qui est incroyable, mais je veux dire, il y a pas beaucoup de place Mmh. et ce qui est quand même bien et je pense que ce qui communique, c'est qu'effectivement, on voit le pilote, mais c'est un peu, on va dire, comme, le cinéma. On voit les stars et on oublie souvent tout ce qu'il y a derrière et toutes les personnes qui permettent qu'au final, ça devienne une star ou un pilote reconnu. Et ce que j'apprécie, c'est que ça met en lumière, au final, toute cette organisation-là. Ils remercient les équipes, ils montrent comment ils sont coachés, l'importance d'être coaché, l'importance des réglages et ça met vraiment en lumière, pardon, et du bon sens. Mmh. Ce que je trouve juste dommage, mais je pense que c'est la société qui est comme ça, faut pas oublier que piloter une voiture comme celle-là, c'est extrêmement compliqué. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est dans tous les cas compliqué et que tout le monde a sa place. On a des pilotes féminines qui sont juste remarquables. Je trouve ça juste dommage parce qu'on souligne encore souvent les femmes qui peuvent faire des erreurs, mais ça peut être des hommes et je défie quiconque de faire leur performance dans des F4, sans avoir de préparation, sans que ça soit leur métier. Je voulais juste remettre un peu ça à plat en disant, je défie quiconque, même moi qui suis dans le milieu, je ne suis pas pilote, c'est un métier. Mmh. C'est un réel métier. Il faut savoir aussi un peu débrancher son cerveau, c'est très impressionnant. Ça va très vite. Hem, donc voilà, mais je pense que c'est une bonne communication et c'est grâce à des gens comme ça qu'on peut mettre en lumière un peu des métiers, des passions, un peu extraordinaires. Donc je pense ça vraiment du bon côté, même si effectivement je le suis pas. Bah, c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé, en plus d'évidemment la diffusion en direct de la course, il y avait quand même beaucoup de vidéos en amont sur les préparations, donc je suppose aussi que ce sont des essais, ce qu'ils font. Ça fait écho à ce que tu nous expliques. Mais ça permettait, oui, de comprendre un petit peu, ils sont comme en classe, ils ont des cours théoriques, etc. Et donc tu parlais un petit peu de tout ton travail dans les écuries, avec tes équipes. Est-ce que vous êtes beaucoup de femmes à être, alors peut-être pas du coup dans le même domaine que toi, vu que vous êtes, il y a plusieurs métiers dans chaque écurie, mais est-ce qu'il y a quand même des femmes? Alors par chance, ça se féminise, donc ça c'est une grande chance. Je dirais qu'il y a, plus de femmes, c'est vrai. Dans les métiers techniques, mais comme dans beaucoup d'autres milieux, moins, Mmh. parce qu'effectivement, il y a aussi moins de jeunes filles qui s'autorisent à aller dans des filières techniques. Ce que je peux souligner, c'est que paradoxalement, il y a quand même plus de femmes dans les écuries étrangères plutôt que françaises. OK. De mon expérience et de mon point de vue, d'autres pays, sont un peu plus avancés sur, la question et sur le fait que, une femme a autant de compétences qu'un homme, surtout dans les milieux techniques. On a beaucoup de femmes dans la partie logistique et communication, Bien sûr. mais effectivement sur la partie, on va dire, ingénieure, mécanicienne, il y en a beaucoup moins. Mais
Je pense qu'il faut souligner les initiatives de certaines écuries où là, par exemple, il y a que des équipages féminins avec OK. majoritairement des ingénieurs et je pense qu'il faut un peu passer par là pour, rééquilibrer on va dire la parité dans nos paddocks. Mais ce que je peux comprendre aussi, c'est, par exemple, dans les petites écuries qui ont peu de moyens, la promiscuité n'est pas forcément tous les jours simple. Faut savoir que comme on vit, comme je disais, on vit tout le temps avec nos collègues. On a beau dire être entouré que d'hommes et être la seule femme, parfois on se sent vite, seul et on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réactions. Mais ça tend à évoluer, mais un peu plus vite chez nos voisins. OK. Et est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton métier que tu aimerais un petit peu déconstruire? Alors, idée reçue sur juste le métier, je dirais non. Juste, je pense à un métier qui est peu connu, donc effectivement, les gens doivent se poser beaucoup de questions et je pense qu'il y a beaucoup de mélange entre l'ingénieur qu'on voit qui est tout le temps avec son casque et son micro et qui parle au pilote. Ouais. Ça, je pense que c'est l'image clé, on va dire, de l'ingénieur en sport automobile. Après, maintenant, on voit de plus en plus, mais souvent ceux qu'on voit assis derrière les écrans, il y a beaucoup de data qui sont là. Donc, pour vous donner une image, c'est eux qui sont un peu cachés. Euh, Après, je dirais juste en tant que femme, effectivement, il y a un peu plus d'a priori. Il faut montrer un peu plus qu'on est compétente. Et comme c'est un milieu très fermé et très concurrentiel, déjà pour n'importe qui, peu importe son genre, c'est compliqué d'entrer dans le milieu. Mmh. Donc effectivement, quand on est une femme et surtout ils ont pas l'habitude d'avoir des femmes, je pense que c'est plus un manque de savoir comment on peut se comporter et il faut, je pense, accepter le fait de dire comme on vit ensemble et qu'on est tout le temps ensemble, il y a c'est un monde professionnel, mais la partie personnelle prend beaucoup de temps. OK, ouais. Donc voilà, parfois, c'est compliqué de faire le distinguo entre les 2, mais je pense qu'il y a pas il y a plus une méconnaissance du métier, Mmh. je dirais, plus que des a priori. OK. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué ton métier. On va maintenant remonter un peu le fil du temps et tu vas nous parler un peu de ton parcours, des différentes études que tu as pu faire, si tu as pu faire des choses qui t'ont spécialisé, comment est-ce que tu as découvert ce métier-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes études et ton parcours professionnel, s'il te plaît? Alors je suis ingénieure, j'ai fait une formation classique mécanique, dans une école à Lille et surtout ce qui m'a permis d'accéder à ce métier-là, c'est que j'ai fait un master spécialisé à l'ESTACA OK. sur la performance des véhicules, donc ce qui est vraiment un master pour se préparer au métier du sport automobile et de la compétition et c'est grâce à ça que j'ai pu atteindre le métier de data engineer. OK. Et quels étaient, dans ce master donc spécialisé, les différents cours? Tu as fait la partie, je suppose, un peu plus, stratégique, aussi peut-être un peu d'opérationnel? Alors le but du master, c'est de se préparer à tous les métiers divers et variés, du sport automobile. Donc un ingénieur peut être en recherche et développement, il peut être ce qu'on appelle en soufflerie, donc pour faire des essais, mais sur des voitures dans des conditions particulières. OK. On peut être en simulateur, donc c'est un peu ce qu'on voit, on va dire pas dans les jeux, mais voilà le volant et cetera. Et après il y a la partie course et le but de ce master, c'est de nous préparer un peu à tous ces métiers-là et surtout d'avoir une base technique Mmh. solide sur surtout ce qu'est un véhicule de compétition, qu'est-ce qui en fait ses particularités, qu'est-ce qui en fait sa performance. Donc effectivement, on a beaucoup de cours théoriques, c'était majoritairement du théorique, même si on a eu la chance de partir à la FFSA au Mans et du coup de voir les F4 rouler, de faire du simulateur, de voir comment ils préparaient les pilotes, comment ils les coachaient. Ça, c'est une partie qui est très importante, c'est aussi comprendre, comment un pilote fonctionne, comment il est préparé pour après, si un jour on devient race ingé, comment on doit se comporter avec, le pilote et le mieux l'accompagner possible. Et après, il y a vraiment une partie théorique sur qu'est-ce qu'un pneu? Mmh. Qu'est-ce qui est l'aérodynamisme d'une voiture? Donc comment elle est aussi designée? Parce que dans la partie recherche et développement, on a plein d'ingénieurs qui dessinent les véhicules et c'est vraiment nous apprendre les bases d'un comportement de véhicule pour qu'il soit performant. Donc c'est découpé en plusieurs parties. Donc effectivement, on a, plutôt l'aérodynamisme, donc comment,
On a les forces qui s'appliquent sur la voiture, la partie vraiment pneus, ce qui est au final une des parties les plus importantes, la partie pilotage, coaching, réglementation. Vous OK. voyez que c'est extrêmement important dans le sport automobile. Chaque catégorie a une réglementation et surtout, on peut plus ou moins régler une voiture et ça fait OK. partie du règlement et après il y a la partie stratégique de course qui est aussi abordée. Donc c'est vraiment essayer de voir un maximum de choses tout en devenant expert pour des véhicules de performance. OK. Et vous étiez beaucoup de filles dans ce master-là? Alors le master est récent, donc déjà il est peu connu, mais donc là ça va faire presque 5 ans qu'il existe. C'est un des seuls post-master qui existe pour faire, ces métiers-là, en En France? France. OK. Effectivement en France et donc on était une dizaine, je pense on était 17 à mon souvenir OK. et on était 2 femmes, ce qui est plutôt pas mal. Oui, effectivement, le pourcentage est pas mal. C'est comme après quand on veut travailler dans ce milieu-là, les places sont chères. Et donc effectivement, il faut, être motivé, avoir une cohérence, aussi dans, les études qu'on a faites, nos stages et surtout une envie. Parce que je pense que le but de ce master, et ils en sont très conscients et c'est ce qui est le plus important, c'est de se dire: «La compétition est rude, c'est un métier particulier comme d'autres, mais ces milieux-là, un peu fermés, peu connus, qui font rêver, c'est des milieux très particuliers» et il faut être sûr d'avoir l'envie et d'avoir entre guillemets «les épaules» pour ces métiers-là. L'autre, personne, qu'est-ce qu'elle a fait comme métier derrière? Elle a fait comme toi après, avec la data ou tout autre chose? Alors, elle était, si je me souviens bien, elle est partie plutôt en course, mais il me semble plutôt sur la partie électronique des véhicules et après elle est partie en bureau. OK. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire après tes études? Alors pas du tout. C'est un métier qui m'a toujours passionnée et qui m'a toujours donné envie, mais je pense que ça va parler à beaucoup de filles et de femmes. Je pense qu'on se bride et c'est peu connu. Donc même déjà avant de savoir si je faisais des études, techniques ou pas, je me suis beaucoup posé la question. En rentrant dans ma première école d'ingénieur, j'ai voulu le tenter et j'ai pris la filiale apprentissage, donc je suis partie chez Peugeot à l'époque, qui est Stellantis aujourd'hui, à Vélizy en bureau d'études, en me disant je savais qu'ils prenaient un pourcentage d'ingénieurs en interne pour partir dans la filière sport automobile et à l'époque, ils avaient, encore leurs écuries bien présentes et au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, cet OK. apprentissage et je me suis vraiment posé la question de: «Est-ce que je reste dans l'espoir d'avoir potentiellement une place?» mais c'est très hypothétique, sachant que j'ai fait quand même une école d'ingénieur en mécanique certes, mais très généraliste, Mmh. où peu, voire pas d'ingénieurs historiquement a réussi à rentrer dans le OK. sport automobile. Ou sinon je me dis: «Je veux vraiment apprendre quelque chose et cet apprentissage-là n'est pas fait pour moi et je veux être un ingénieur avant tout, donc je me réoriente» et je suis tombée chez L'Oréal. Improbable. Donc en usine, milieu très différent, en métier plutôt support, donc très loin de la cosmétique quand même. Donc moi, mon rôle, c'était de veiller à ce que, au final, tous nos collaborateurs travaillent dans des bonnes conditions, que les bâtiments soient bien entretenus, qu'il y ait de l'hygiène, de la sécurité, on travaille sur l'environnement et une partie plutôt bâtiment, rénovation, agrandissement et cetera. Donc vraiment support et le but, c'est de suivre les réglementations et de faire en sorte que nos collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions possibles avec une partie maintenance, sur la maintenance de nos machines et la mise à disposition de nouvelles machines et cetera, pour OK. plus de performance. Et en sortant de là, j'ai adoré cette expérience. Le sport automobile était un peu passé, derrière en se disant: «Finalement, je trouve mon compte, j'aime ce que je fais, ça se passe très bien» et la covid, arrêt total. Tout le monde s'est arrêté et je pense que c'est, le moment de ma vie où je me suis posé des questions en disant: «Réellement, qu'est-ce que je veux faire?» parce que dans tous les cas, je devais avoir un poste chez L'Oréal. Finalement, Covid, donc tout s'est arrêté. J'ai eu l'opportunité de réfléchir. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit: «Je ne veux pas me réveiller à 40 ans et avoir des regrets parce que c'est une passion que j'ai, c'est Mmh. une passion familiale». C'est aussi pour ça que je suis tombée dedans. Depuis toute petite, je pars en rallye avec mon papa. Je me suis dit que je m'étais un peu interdit de rêver à ce métier-là parce que femme, surtout dans une famille qui est, pas du tout scientifique.
OK. Enfin, j'ai 2 oncles, mais un peu éloignés, qui, partageaient, mais ça me paraissait pour moi, un métier ingénieur, il fallait être très intellectuel, aimer être dans des bureaux, réfléchir à plein de problèmes. C'est inaccessible. C'était pour moi inaccessible parce que j'avais pas d'image de femme, mais de femme qui me ressemble. Mmh. C'est-à-dire que j'ai une tante qui l'est, mais pareil, très cérébrale, il faut être très intelligent, il faut être très bon en maths et ça m'a fait peur. Mmh. Et au final, avec ce Covid, je me suis dit: «Eh ben, je suis ingénieure aujourd'hui, ça me passionne toujours autant et pourquoi pas?» Et donc c'est comme ça que je me suis dit: «Bah, voilà, comment je peux accéder à ce milieu-là?» J'ai eu la chance de participer à des rallyes avec des pilotes qui m'ont ouvert le milieu. J'ai des copilotes qui m'ont appris les bases d'une voiture. C'est, surtout grâce à une copilote qui m'a fait rêver et qui m'a appris même des réglages parce qu'ils ont beau être pilote ou copilote, ils connaissent les voitures et ils bossent avec leurs ingénieurs. Donc ils ont quand même une compétence et au final, c'est eux qui ont on va dire le feeling de la voiture et c'est elle qui m'a aussi permis de me dire: «C'est possible». En se disant tout ça, en faisant ce constat-là, j'ai essayé de trouver une formation parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de conseils en disant: «Sans formation vraiment spécifique, sachant que j'ai pas une cohérence dans tout mon cursus sur ce sujet-là», on m'a dit: «Le mieux, c'est quand même d'avoir un diplôme qui certifie que tu as des compétences, que tu connais, un véhicule, la mécanique, comment on les règle, un peu tous les rouages de ces métiers-là». Parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de monde qui veut faire ces métiers et que tout le monde a à peu près les mêmes CV, il faut déjà avoir les mêmes CV, avoir les mêmes études et après prouver ou montrer qu'on a quelque chose de plus. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le master et je me suis dit: «Allez, let's go, c'est le moment ou jamais, on se lance». Et selon toi, quelles compétences sont nécessaires pour, pouvoir exercer ce métier? Alors, en dehors des compétences, on va dire scolaires, où il faut, forcément connaître un véhicule, la mécanique, l'aérodynamisme, les pneus et cetera, ce qu'on apprend, on va dire, à l'école. Pour moi, le plus important, c'est aussi d'avoir des compétences, on va dire, plutôt humaines. Mmh. Il faut savoir gérer la pression, parce qu'on est constamment sous pression. Il faut être ultra organisé, OK. parce qu'on a beaucoup d'infos, ça peut aller dans tous les sens et ça va très vite. C'est-à-dire que même en essai, le but est de perdre le moins de temps possible, donc il faut être très organisé, récupérer au bon moment, avoir toujours un double de tout. Ça, c'est vraiment, c'est ce que ça m'a pris, il faut avoir un double de tout. Il faut être quand même humain, parce qu'on vit tout le temps ensemble, donc voilà et si on aime être, chez soi tout seul, ça marche un peu moins bien, c'est sûr et il faut être bon communicant. OK. Parce que comme ça va très vite et que les points d'alerte, il faut vite les donner et savoir s'imposer. Ne pas avoir peur de s'imposer parce que c'est un domaine, un environnement même je dirais, où on n'a pas le temps d'attendre ou d'essayer d'avoir l'information. C'est pas toujours simple et si on est là, surtout c'est que, bah, forcément c'est que ça va et qu'on a les compétences. Mais on apporte vraiment sa pierre à l'édifice, donc il faut pas louper cette pierre-là, parce que si cette pierre-là n'est pas mise, toute l'équipe peut s'effondrer et c'est ce qui est le plus important. OK. Et est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ces études? Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est dur, enfin je savais que c'était dur, mais de se dire que c'est OK que ça soit dur. Néanmoins, ça n'empêche qu'il faut qu'on garde ses limites et c'est pas au prix de n'importe quoi. Mmh. Je pense que comme dans beaucoup de milieux un peu fermés qui font rêver, on a tendance à mettre de côté réellement nos sentiments, réellement ce qu'on ressent, que ça soit physiquement ou mentalement, ça ne peut pas mentir. Et si on sent que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas et que c'est légitime. Et j'aurais aimé qu'on me prévienne un peu plus de me dire c'est légitime et si ça ne va pas, tu peux claquer la porte. Et c'est un peu le côté où je mets un peu en alerte même, on va dire des jeunes qui viennent me voir et qui rêvent de ce milieu-là. Ce que je leur dis le plus important, c'est croyez en vos rêves. Néanmoins, si vous sentez que ça va pas, partez. Parce que parfois ça ne nous convient pas, ça ne matche pas avec nos personnalités, on a d'autres visions et on se sent pas bien. Et au final, on pénalise pas l'équipe, mais on se pénalise soi. Mmh. Et à la limite, on peut se dégoûter d'un milieu qui est extraordinaire et qui a tellement à offrir que parfois faut accepter de se dire je claque la porte, mais c'est plutôt je ferme cette porte-là pour avoir l'opportunité d'en ouvrir une autre.
Merci beaucoup pour ton partage sur ton parcours et tes études. J'aimerais maintenant qu'on retourne un peu plus encore en arrière, au lycée, savoir comment tu étais, comment tu as choisi tes études supérieures, si tu as eu des doutes, des questionnements. Alors au lycée, je pense que comme beaucoup de jeunes et on va dire, peut-être plus particulièrement de nanas, assez perdues, bon très bien entourées, pas dans l'équipe des populaires, mais pas non plus dans l'équipe un peu de côté, donc un juste milieu. Je n'étais pas du tout studieuse, mais pas du tout. C'est-à-dire que je rentrais du lycée, je posais mon sac et je repar sans l'ouvrir, je repartais le lendemain matin. J'étais très mauvaise en maths, OK. mais pourtant passionnée par les scientifiques, donc j'ai fait un bac S. Maintenant ça n'existe plus, donc c'est Oui, c'est vrai. scientifique. Et j'avais une spécialité physique et j'avais surtout des professeurs qui ne croyaient pas du tout en moi OK. et je pense que par rébellion, je me suis dit: «Bah, si personne croit en moi, je vais pas faire mes devoirs et puis le bac, bah, on verra» et j'avoue que j'ai beaucoup profité de mes années de lycée, je suis pas mal sortie quand même mais j'avais quand même une maman qui était pas mal derrière moi et qui croyait en moi. Mais je peux vous dire que chaque réunion parents-prof, c'était l'enfer. Les profs de maths, je ressortais en pleurs. Quand je mettais le «Oui, j'aimerais potentiellement être ingénieure et dans le scientifique», on me disait: «Médecine, tu oublies». Donc bon, après ça tombe bien, j'aime pas le sang. Ça marchait plutôt bien, mais j'avais quand même, je ne sais pas, cette envie profonde, alors que vraiment en maths, je peux vous dire, j'avais 4 de moyenne. J'avais envie d'être plus dans la technique et cetera, mais ce que je peux comprendre, hein, factuellement, les professeurs, mais qui n'ont pas été tendres, me disaient: «Mais avec tes notes en maths, bon la physique ça allait, la SVT ça allait, donc peut-être biologiste à la limite, mais ingénieur, jamais». Mais j'avais une maman qui croyait beaucoup en moi et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Quelques oncles qui étaient ingénieurs et juste avant le bac, je me suis dit: «Bon, faut postuler, qu'est-ce que je fais?» Et j'avoue, j'ai fait spectre large. École d'ingénieur, école de commerce, fac de droit. OK. J'ai tout fait. Je me suis dit: «Au pire du pire, je tourne en fac de droit. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? On verra». Après, j'ai une personnalité qui est un peu touche à tout, je suis très curieuse, et donc je me suis dit: «J'arriverai potentiellement à trouver quelque chose qui va me Mmh. plaire, et à rebondir» parce que je m'ennuie très vite, je change très vite de sujet, et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc je me suis dit: «Au pire, sur un coup de chance, je vais trouver quelque chose qui me plaît». Et du coup, pendant les entretiens ou et cetera, ça se ressentait, je pense, dans mon discours. Il y a beaucoup d'écoles qui me disaient: «Oui, mais je vous sens à moitié plutôt scientifique, un petit peu commerce et cetera» et je me suis posée, je me suis dit: «Quelle est la meilleure stratégie à adopter?» Sachant que je sais pas trop, au final, ce que je veux faire, même si l'ingénierie me plaisait quand même un peu plus. Mais la petite graine de «Tu es pas bonne en maths» était quand même là. Un ingénieur qui est pas bon en maths, c'est pas possible. Donc voilà, je me suis un peu auto-bridée. Ça, c'est une évidence. Et donc je me suis dit: «Bah, la meilleure stratégie, c'est quand même normalement, même si on aime le commerce ou les métiers, on va dire, moins scientifiques, le plus simple, c'est de quand même commencer par des études scientifiques pour après repartir, on va dire, dans le Mmh. commerce ou autre métier, que commencer par du commerce ou du droit pour après partir en scientifique». En tout cas, en France, ça n'existe pas. Où on commence à avoir des passerelles, mais il faut faire au moins 3 4 ans d'études pour commencer à avoir une passerelle. Oui, ça reste compliqué. Même si on commence à avoir des écoles hybrides, ce qui est plutôt pas mal pour des OK. profils, on va dire un peu comme moi et ça devient c'est plutôt des métiers, on va dire technico-commerciaux. On a besoin d'avoir une base technique, mais on aime le commerce, donc ça permet de faire les 2. Et donc j'ai fait plein de choses, j'ai passé des concours d'ingénieur, je suis rentrée en école de commerce, j'ai été prise dans des écoles de commerce, c'est pour, dire. En fac de droit, bah, pas trop de surprises et j'ai fait mes entretiens à l'ICAM. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et c'est la première fois qu'on me disait: «Alors oui, les maths, c'est juste, mais on sent qu'il y a quelque chose». Et ce côté humain de dire, c'est pas juste un concours, c'est pas juste Mmh. une note, c'est pas juste ça et on sent qu'il y a un attrait et potentiellement, on aimerait bien vous donner la chance de le faire. Bah, ça m'a plu tout de suite. Et en sortant de mes entretiens, je me suis dit: «C'est ça que je veux faire. Je veux rentrer dans cette école». Et une fois cette école-là, où je me suis dit: «Voilà, ça y est, je suis ingénieure». Après, je me suis dit: «Ah bah, la porte est ouverte pour faire mon métier qui me passionne depuis toujours et entre guillemets, je me sens enfin légitime» Mmh. parce que dans tous les cas, je suis ingénieure. J'ai le diplôme et c'est «certifié» entre guillemets, c'est dans le marbre.
Et donc pourquoi pas aller plus loin et atteindre encore un niveau plus spécifique et atteindre mon rêve. Alors que de base, je ne suis pas du tout scolaire et pas du tout studieuse. Donc comme quoi, en étant bien accompagnée et parfois un peu par: «Bon, j'y vais, on verra ce que ça donne», et ben ça marche. Est-ce que tu as eu des réflexions du fait que tu étais une femme quand tu as voulu te spécialiser? Est-ce qu'on t'a freiné? Est-ce qu'on a essayé de t'orienter vers d'autres domaines du fait que tu étais une femme? Ou peut-être même des lycées quand tu as dit que tu voulais aller en ingénieur? Alors effectivement, en venant en plus d'une famille qui est pas du milieu, on m'a pas freinée, mais il y a plutôt une crainte en disant: «On aura du mal à t'accompagner et à comprendre ce que tu vis», parce qu'on l'a pas vécu et qu'on en a pas forcément autour de nous pour, t'aider, et j'ai une famille qui est beaucoup comme ça et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi et que j'ai pu croire en mes rêves. C'était: «On veut tellement bien t'accompagner et être tellement là pour toi que ça nous dépasse un peu», parce que c'est pas notre milieu. Je viens d'une famille beaucoup de juristes, OK. donc vraiment, à l'opposé. Donc c'est pour eux, c'était pas, palpable, on va dire. Ils avaient Mmh. du mal à comprendre. Effectivement, il y a peut-être eu un peu de crainte en se disant, par les on-dit, peut-être les stéréotypes effectivement Mmh. qu'on a. Parfois, ce que je pouvais remonter, par exemple de l'école: «Ah bah, j'avais une idée, tant que c'est pas un garçon qui l'a dit, le professeur l'a pas pris au sérieux». Ça m'est arrivé. C'est minime, Mais parce que ça plante des graines, en fait, c'est ça, c'est que ça mmh. plante des graines. Et même entre, étudiants, même si c'est une école très bienveillante et même Mestaka, ça a été extrêmement bienveillant et c'est ce que j'ai apprécié. Je pense que c'est ce qui m'a fait tenir aussi dans ce milieu-là. C'est que parfois, parce que ça vient de la bouche d'une femme, c'est assez paradoxal, soit il faut le répéter 2 fois ou avoir un peu plus d'arguments, et ce qui est compliqué, surtout quand on se construit, notamment au lycée, en études ou dans nos premiers métiers, c'est il faut avoir un aplomb incroyable. Parce que sans avoir un aplomb et être sûr de ce qu'on se dit, bah, ça passe un peu moins et on a des doutes parce que la personne en face de nous a des stéréotypes, de par la société, de par plein de choses. C'est pas réellement volontaire, on Mmh. va dire, mais c'est ancré. Ouais. Tous des choses ancrées. Et du coup, il faut être assez sûr de soi pour se dire, bah, le message, il passe un peu avec «force», entre guillemets, et du coup, il sera peut-être un peu plus écouté. Mais ça n'empêche que je suis persuadée qu'on se met aussi que dans ces milieux-là, certaines femmes se sabotent elles-mêmes et j'en fais partie, clairement. De se dire: «Ah mais est-ce que j'ai la légitimité? Est-ce que je ne suis pas là pour le quota?» Ça m'est arrivé de penser à Tu ça, m'étonnes. surtout dans des écoles, on va dire, plutôt mécaniques, très techniques. En plus, en apprentissage, on a encore moins de femmes parce que c'est beaucoup plus opérationnel. Heu Et j'étais très vite confrontée au milieu de l'entreprise, à des hommes plus vieux, à qui il fallait, essayer de convaincre, de pousser des projets, et je pense que c'est majoritairement, c'est plus des stéréotypes qu'ils ont plus qu'une défiance ou pas l'envie, et étonnamment, ce que je dirais, c'est que plus on monte dans les hiérarchies, plus on remet en question ce qu'on dit. C'est-à-dire que, OK. pour moi, un opérationnel, parfois, c'est de la maladresse, mais je veux dire, une fois qu'on l'a accompagné, qu'on lui explique et qu'il voit que ça tient la route, il va pas aller plus loin. Et plus on va monter dans les hiérarchies et moins, au final, ils sont confrontés à des femmes à des postes seniors techniques, Mmh. et c'est ce que j'ai remarqué, notamment dans le sport automobile et dans d'autres milieux, c'est qu'on a beaucoup de femmes, entre guillemets, «juniors», mais on en a très peu en seniors, et du coup, ça déstabilise, certaines personnes. Donc c'est un peu plus compliqué. Je pense que tu as très bien introduit la dernière partie qui sera plus sur briser les stéréotypes et inspirer. En ayant fait quand même des études techniques et un métier technique, et qui d'ailleurs sont souvent perçus comme masculins, voire sont masculins, est-ce que tu as pu, peut-être pas voir ou entendre, mais sentir un traitement différent du fait que tu étais une femme? Alors, c'est sûr, je l'ai vécu, par d'autres échanges avec, d'autres femmes dans ce milieu-là, effectivement, on l'a. Mais je pense qu'il y a 2 aspects. C'est il y a des hommes, en fait, je pense que c'est comme une bande de femmes entre elles ou une bande d'hommes entre eux. On a des façons de parler, on a des habitudes, Il y a des codes, ouais. il y a des codes, tout à fait. Et quand ça fait des années que c'est comme ça,
et qu'en plus il y a des stéréotypes et qu'on a été éduqués d'une certaine façon, parfois l'arrivée d'une femme, en fait, déstabilise l'organisation, Et tout l'équilibre qui a été construit. tout l'équilibre, les façons d'interagir entre eux et je dirais, il y a beaucoup de maladresse. Plus que d'envie de nuire ou c'est beaucoup de la maladresse et se dire: «Bah, on a toujours fonctionné comme ça, pourquoi ça changerait? Cette blague-là, elle passait, avec Gérard, mais elle passe pas, avec elle». Et c'est plus effectivement de la maladresse et je pense que dans tout métier, il y a ça, le changement, c'est ce qui est le plus compliqué. L'humain, c'est ce qui est le plus compliqué dans toutes les organisations. Mmh. On met que des robots entre eux, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Dès qu'on met de l'humain, c'est compliqué. Donc je pense qu'on déstabilise une organisation, sans le vouloir. Donc forcément, il peut y avoir des réticences et cetera. Après, j'enlèverai pas que, comme dans tout milieu, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'il y ait des femmes et qui le disent clairement. Et ça, je pense, ça arrive à toutes les femmes dans n'importe quel milieu. Et je pense qu'il y a aussi un biais, c'est que nous, on arrive en se disant, ça ne va pas être facile. Il va falloir que je me fasse accepter. Et on arrive aussi avec des biais qui font que parfois, on peut se faire une montagne et mettre peut-être des boucliers ou s'auto-saboter, comme je le disais, et j'en ai fait partie, en se disant: «Ouais, mais il va falloir que je prouve 2 fois plus parce qu'on m'a toujours appris qu'en tant que femme, il fallait que je prouve 2 fois plus». Et une fois qu'on commence à enlever tout ça, à débroussailler, à se faire un peu confiance, c'est pas facile. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, n'importe quel être humain qui commence un nouveau travail, ce n'est pas facile. Et c'est pas une question de genre. Et pour moi, on a totalement notre place, voire même plus. J'ai vu des bienfaits, au fait qu'il y ait des femmes dans des organisations qui arrivent. Moi, quand je suis arrivée dans les écuries, il y a des choses qui se sont plutôt apaisées, il y avait un peu moins de montée en pression, le ton est un peu plus bas. Il y a aussi de l'écoute qui parfois est pas forcément là dans un milieu très masculin, ou aussi on leur apprend à, on est des hommes, on est forts, il faut pas pleurer, il faut pas et en fait ça rééquilibre ce côté-là aussi. Donc je pense que c'est un mélange de plein de choses. Après, j'enlèverai pas le fait qu'il y a des gens qui se comportent très mal, des hommes qui se comportent très mal et je pense qu'on sera toutes malheureusement confrontées à ça. C'est un peu plus visible forcément dans un milieu d'hommes ou technique, mais on a clairement notre place et j'ai souvent eu beaucoup de bienveillance après avoir enlevé moi aussi toutes mes barrières et c'est un milieu masculin et technique, c'est un milieu dans lequel je n'aurais jamais envie d'arrêter de travailler. C'est quand même bienveillant, c'est assez franc, donc c'est plutôt agréable. On a nos places à 100 et ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle petite fille qui rêve de ces milieux-là, mais allez-y, moi j'ai manqué de représentation féminine, jeune et cetera, mais on a tellement à apporter et mutuellement. Ils ont aussi beaucoup à nous apporter et pour moi, il faut un équilibre et je pense que des milieux très féminins comme très masculins, ça marche pas forcément. Non, il faut y aller, on a notre place et après c'est voilà, on est tous des humains et il faut prendre confiance en soi et le démarrage d'un poste n'importe où est compliqué. Je pense que c'est aussi des choses importantes et que c'est aussi l'envie de ce podcast, de découvrir des nanas, hyper intéressantes, qui ont fait des parcours parfois un peu différents, qui permettent de donner la voix et d'inspirer des jeunes filles. Et est-ce qu'il existe des salons, des événements dans ces domaines-là? Je pense à une jeune fille, qui pourrait nous écouter et qui se poserait la question de où trouver des informations. Il y a beaucoup de salons, je pense que c'est une mine d'or et la gente féminine est plutôt bien représentée dans les salons, donc faut pas hésiter à y aller, poser ses questions. Je sais que c'est en visitant les écoles et en discutant avec beaucoup d'étudiants, hommes et femmes, que je me suis dit: «Bah oui, c'est possible». Il y a l'association Elle Bouge qui part dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges pour faire justement la promotion, de divers métiers, notamment techniques et dans cette association-là, on a soit des étudiantes, soit des travailleuses qui expliquent leur parcours, comment elles y sont arrivées, pour justement montrer qu'il y a plein de parcours différents, pour faire plein de métiers différents, que ça soit même des BTS ou autres. Moi, je suis passée par un BTS, donc il y a de tout. Et effectivement, il y a moins de femmes dans ces filières-là. Ça permet d'avoir un vrai échange Mmh. et d'être vraiment confronté à une réalité et une personne qui l'a vraiment fait. Parce que les plaquettes, ça peut être beau, les pourcentages, et cetera, mais je pense qu'il y a rien de mieux qu'un échange et de se dire: «Bah, cette personne-là, j'ai échangé avec elle, elle a eu tel parcours, mais je savais pas que c'était possible Mmh. d'avoir ce métier-là en faisant un parcours, comme ça». Donc il y a pas mal d'associations qui font ça.
Je sais même qu'il y a des entreprises pour certains jeunes, notamment pour des quartiers défavorisés ou autres, qui ouvrent leurs portes. OK. J'ai eu l'occasion de le faire, dans une entreprise, donc voilà, il y a des jeunes qui viennent et on explique nos parcours, comment on est arrivé là et je pense qu'il faut juste essayer de voilà, d'être un peu curieuse et surtout de poser des questions parce qu'on même dans son entourage, on n'a pas tendance à le faire et j'avoue, je l'ai peu fait au final et peut-être que ça m'aurait aiguillée sur certains métiers. Voilà, faut pas hésiter et surtout se déplacer dans des forums. Je pense qu'il y a le salon de l'étudiant qui doit toujours exister quelque part. Il existe toujours, ouais. Donc voilà, c'est des moments, même si on sait pas ce qu'on veut faire, juste échanger. Même si, je sais pas, un stand vous donne envie ou il y a en tant que jeune fille, une autre fille qui vous dites: «Ah, elle a l'air sympa, ça m'intéresserait de connaître son parcours, ce qu'elle fait et cetera». Allez-y, on est là pour ça. Moi, je sais que je l'ai fait et je continue à le faire, même en entreprise, à promouvoir tous les cursus qui sont possibles, notamment en technique, parce qu'on recherche et vous dites pas que c'est le quota, pas du tout. C'est juste qu'on sait qu'on a notre place et que nous, en étant passés par ces chemins-là, on rêve qu'il y ait une autre génération derrière nous et de se retrouver après tout ensemble à travailler et dites-vous qu'il y a des parcours assez incroyables. On voit de plus en plus de femmes qui, pas forcément que en technique, mais qui atteignent des postes qui, à une époque, étaient inenvisageables. C'est qu'on a nos places, c'est qu'on perce et qu'il faut croire en ça. Merci beaucoup déjà pour tous tes conseils pour ces jeunes filles. Je sais qu'aujourd'hui tu travailles plus dans ce domaine-là. Est-ce que c'est par un besoin de voir autre chose, d'avoir un nouveau défi? Alors effectivement, aujourd'hui, je suis plus dans ce milieu-là, même si c'est un domaine qui continue à me passionner. J'y trouvais plus forcément mon compte. Comme je disais, c'est un métier très prenant. Je pense que parfois on a besoin de se recentrer et un peu de voilà, de faire le point, mais j'ai trouvé un nouveau défi. C'est tout aussi prenant. Et ça, on en parlera dans un prochain épisode. Cher auditeur, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les filles en bleu. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous. Ensemble, ouvrons la voie pour les femmes de demain. À très vite pour un prochain épisode.